Il est 23 h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Un nouveau code sur l'élevage envisagé pour sortir le secteur de l'informel. Un atelier de validation de l'avant-projet de loi portant code de l'élevage en Côte d'Ivoire s'est tenu à Grand-Bassam du 25 au 27 novembre 2020 en vue de soumettre à validation par l'ensemble des acteurs du secteur de l'élevage le document provisoire du dit avant-projet. On en parle en début de journal. Et puis pour booster le niveau de la transformation locale du caoutchouc, 58,5 milliards de francs CFA seront investis. Ce montant est le fruit d'une douzaine de conventions de financement signées en juin dernier entre l'État et les industriels du secteur. La mise en œuvre est prévue pour 2021. Et dans le cadre de la politique de modernisation du transport routier, le gouvernement, à travers son projet de renouvellement du parc automobile, vient de mettre à disposition de la région du Gand 20 véhicules, dont du ministère des Transports. Un geste qui vient en soutien aux acteurs du secteur du transport de cette région de la Côte d'Ivoire. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Des réflexions ont été engagées sur l'avant-projet de loi portant code de l'élevage. Réflexions pour sortir le secteur de l'élevage de l'informel. Mission que se sont assignés des experts qui ont travaillé du 25 au 27 novembre 2020 à Grand-Bassam, la ville historique. Une rencontre qui démontre l'engagement du gouvernement à mettre en place un nouveau code de l'élevage plus attractif. Lancine Bakayoko. Dans le document provisoire qui dessine les contours du nouveau code de l'élevage, les experts affichent la volonté du gouvernement d'aider les acteurs à mieux structurer l'activité d'élevage et à améliorer les prestations au profit des consommateurs ainsi que de l'économie nationale. Le code qui est en élaboration comprend 12 titres, 38 chapitres et environ 181 articles. Ces 12 titres traitent de questions diverses. La définition des termes employés dans l'avant-projet du code, les acteurs du secteur élevage, et les conditions d'exercice de leurs activités, le régime de propriété des animaux, l'abattage des animaux, la commercialisation des produits animaux, la gestion des risques environnementaux, la qualité et la traçabilité des produits. Ce nouveau code de l'élevage va donc accélérer la modernisation du secteur à travers la professionnalisation des filières, en particulier l'insertion des jeunes opérateurs ivoiriens formés. Cette modernisation implique la création d'élevages intensifs, la réalisation d'infrastructures de transformation de nouvelle génération et la mise en place de circuits de commercialisation adaptés et rentables. L'adoption d'un code de l'élevage est une condition essentielle pour le développement d'un élevage de qualité, rentable, respectueux de la nature, soucieux du bien-être de l'animal et garantissant une meilleure transparence pour les consommateurs. En Côte d'Ivoire, l'élevage reste encore une activité économique secondaire avec une contribution de 5% au produit intérieur brut agricole et de 2% à la richesse totale. Et puis nous le disions à l'instant dans les titres, mesdames et messieurs, pour booster le niveau de la transformation locale du caoutchouc à 58,5 milliards de francs CFA, eh bien seront investis. Ce montant est le fruit d'une douzaine de conventions de financement signées en juin dernier entre l'État et les industriels du secteur. La mise en œuvre est prévue pour 2021. Le Conseil EVA Palmier à Huile, l'organe de régulation de la filière EVA, est déjà à la tâche. Il a récemment réuni l'ensemble des parties prenantes afin de définir le cadre de suivi de ces investissements. Mahama Traoré. Le 16 juin dernier, l'État et les industriels du caoutchouc signaient 12 conventions d'investissement afin de relever le niveau de la transformation locale. Pour le VA, jusqu'à une période récente, on était presque à 100%, la transformation, la première transformation. Voilà. Et depuis quelques années, il est apparu un gap. Et aujourd'hui, ce gap-là, on l'évalue à peu près à 400 000 tonnes sur les 3 à 4 ans à venir. Donc, ces 400 000 tonnes-là, au minimum qu'on cherche à résorber. Donc il faut des investissements pour pouvoir absorber, transformer ces 400 000 tonnes et aller au-delà. Pour relever ce défi majeur, de lourds investissements s'imposent. L'accord conclu entre le gouvernement et les entreprises de transformation du caoutchouc porte sur un financement de 58,5 milliards de francs CFA. Le Conseil EVA Palmier à Huile, organe de régulation de la filière EVA, vient de mettre sur pied un comité de suivi et de coordination. Il implique l'État, le Centre de promotion des investissements privés en Côte d'Ivoire, CEPICI, et l'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel.
Au titre de ces conventions, le Conseil EVA Palmier AU est chargé du suivi, de la mise en œuvre des investissements, de sorte qu'au terme des investissements, les opérateurs puissent bénéficier de divers avantages fiscaux, notamment les crédits d'impôt, les crédits d'exonération du TVA. Toutes les parties ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour qu'on puisse donc s'accorder sur les outils de suivi. Aujourd'hui, c'est comme le top départ du suivi de ces conventions et nous serons donc dorénavant aux côtés des industriels du secteur. Cette initiative vise à relever la production usinée d'au moins 400 000 tonnes supplémentaires afin de transformer la totalité de la production nationale de caoutchouc naturel dès 2021. Le nouveau code des marchés publics, édité en 2019, présente des innovations. Réunis en séminaire à Grand-Bassam le 24 et 25 novembre dernier, les contrôleurs budgétaires chargés de la passation des marchés ont été instruits sur ces innovations en vue de réduire les irrégularités dans la présentation des dossiers de soumission. C'est ce que nous confirme Didier Nguesson. Dans l'attribution des marchés publics, les contrôleurs budgétaires sont un maillon important. Pour le règlement des contentieux et des audits, ils doivent être suffisamment outillés. D'où cette formation initiée par l'Autorité de régulation des marchés publics, ANRMP, sur les procédures de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics prescrites par le Code de 2019. Les acteurs que nous avons en face de nous ne connaissent pas, ne comprennent pas, ne connaissent pas cette matière qu'est la passation des marchés publics. Et donc, c'est à nous, nous sommes obligés de leur inculquer cette notion pour que les acquisitions se fassent de manière régulière, conformément à la réglementation. Et donc, cette formation est la bienvenue. En 2020, l'autorité de régulation s'est prononcée sur 114 décisions sur le fond et la recevabilité, privilégiant les conciliations. De même, une quinzaine d'audits ont été réalisés. Les audits de gestion qui sont des revues de la passation et d'exécution des marchés systématiquement chaque année budgétaire, l'année N-1, et les audits thématiques qui sont en fonction de tout ce que nous savons ou relevons d'anomalies dans le système des marchés publics. Nous avons changé de paradigme concernant le contentieux. Nous avons le contentieux précontractuel qui concerne uniquement que la phase de la passation, alors que par le passé, ce contentieux peut être géré par l'ARMP partait jusqu'à la fin, jusqu'au paiement. Désormais, l'autorité de régulation des marchés publics ne peut rendre des décisions exécutées contraignantes qu'uniquement dans la phase de passation. 5 000 marchés publics en moyenne sont attribués par an. Le taux d'irrégularité est passé de 58% en 2014 à 23% en 2020. Dans le cadre de la politique de modernisation du transport routier, le gouvernement, à travers son projet de renouvellement du parc automobile, vient de mettre à disposition de la région du Gord 20 véhicules, dont du ministère des Transports. Un geste qui vient en soutien aux acteurs du secteur du transport présents à la cérémonie de remise de dons. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Abou Sanogo. Le ministère des Transports entreprend la lutte contre la pollution et l'insécurité routière liée à la vétusté des véhicules de transport. Ce sont au total 20 véhicules sur les 30 prévus qui ont été réceptionnés dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile des transporteurs de la région du Gord. Une action du gouvernement qui vient en appui aux transporteurs de cette région. C'est le lieu d'appeler, mesdames et messieurs, les responsables des entreprises des transports éligibles à cette première phase du projet à se conformer aux exigences inscrites dans les contrats. Aux autres entreprises qui n'ont pas été retenues pour la présente phase, je vous conseille de prendre votre mal en patience et d'attendre la seconde phase qui va se dérouler incessamment. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes tellement fiers et cette fierté, nous voulons que vous la faites remonter au président de la République pour lui dire que les transporteurs du Gord sont à sa disposition. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme ont salué l'action de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara. Donner la vie au secteur routier, c'est permettre à nos mamans qui sont dans les champs, dans les marchés, de couler avec aisance leurs produits. Et au nom de toutes ces femmes, nous voulons dire merci au président de la République. Le transport est un maillon important de la vie et de la nation.
De par son caractère transversal, le secteur des transports est un levier puissant de développement économique dans le monde. En particulier, le sous-secteur transport routier avec son système, lequel est dit performant, quand il assure une circulation sécurisée des biens et des personnes à moindre coût. Ce sont par ailleurs 5 camions de 5 tonnes, 7 cars de 26 places et 8 autres de 41 places qui ont été attribués à 14 sociétés coopératives issues des départements de Gagnoua et de Oumé. Et parlons à présent de construction. Les membres de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire se sont réunis. Objectif de cette rencontre est bien faire l'état des lieux des logements jugés abordables en Côte d'Ivoire. Au cours de ce rendez-vous, le président de cette chambre a aussi fait le point des difficultés rencontrées sur le terrain. C'était dans la commune de Cocody, Ahmed Traoré, Cheikh Koné. En quoi consiste un logement abordable? Les acteurs de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire le définissent comme celui qui a un prix inférieur à celui du marché. Pour les acteurs du logement, l'on doit faire une différence avec un logement social qui est constitué de 2 à 4 pièces et qui coûte environ 12 millions hors taxes. Et un logement économique qui, lui, est constitué de 3 à 5 pièces et qui coûte environ 23 millions hors taxes. L'objectif de la rencontre était de faire l'état des lieux des logements abordables. Et le plus important pour nous, c'est la structuration du financement. Parce que ceux qui sont visés par le programme de logements abordables, c'est ceux qui sont des ménages à bas revenus. Et malheureusement, ceux-là n'ont pas d'accès aux banques pour avoir des crédits compte tenu des conditions et des procédures bancaires. C'est ce que nous appelons nous, le secteur informel. Nous allons plaider donc évidemment auprès de nos différentes autorités pour la mise en place des fonds de garantie que nous avons constaté et vu dans d'autres pays, notamment le Maroc, la Tunisie, le FOGARISM, le fonds de garantie de l'immobilier, pour permettre à ceux-là d'avoir accès au logement abordable. Le président Siriki Sangaré a profité de ce rendez-vous pour égrener les raisons pour lesquelles certains immeubles s'écroulent à Abidjan. Pour construire un immeuble, ça demande toute une technicité. Au-delà de cette technicité, je peux vous expliquer que déjà, quand vous avez un immeuble, il faut déjà faire l'étude du sol. C'est l'étude du sol qui va définir comment est-ce que nous devons implanter la fondation. Donc, si cette étude n'a pas été faite par des spécialistes pour pouvoir définir évidemment la structure de l'immeuble et qu'on construit l'immeuble sur la terre végétale, qu'on ne tient pas compte de la fondation, et si on se retrouve dans un environnement qui n'a pas été étudié efficacement, l'immeuble va s'écrouler. Il y a aussi les matériaux de construction qui sont utilisés, qui ne sont pas efficaces. Selon les études réalisées par les promoteurs et constructeurs agréés, le déficit de logement est estimé à plus de 500 000, dont l'essentiel à Abidjan. Et ce déficit croît d'environ 10% chaque année. Et on change totalement de registre pour parler cette fois de l'Open Access Week ou de la semaine du libre accès qui est un événement annuel du monde scientifique marqué par l'organisation de multiples conférences, séminaires ou annonces sur le thème du libre accès et de la science ouverte. Cette année 2020 marque sa 3e édition et le thème retenu pour cette 3e édition est ouvrir l'accès à la connaissance et à la science avec l'intention de renforcer l'équité et l'inclusion. La cérémonie d'ouverture de cette 3e édition s'est déroulée à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Patricia Omouitia. L'Open Access Week, ou la Semaine du libre accès, est un événement annuel du monde scientifique qui vise à faire la promotion de l'accès libre pour le développement de la recherche scientifique par l'information. La semaine est marquée par l'organisation de conférences et de séminaires. Les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les étudiants sont sensibilisés et leurs capacités sont renforcées en matière de libre accès et de sciences ouvertes. Déjà au semestre 1, nous avons déjà participé à la correction des données à travers la bibliothèque virtuelle des différentes thèses. Donc ici, c'est un appui encore dans nos recherches en tant que nous-mêmes étudiants en master de recherche. Puisque notre première expérience ici était de pouvoir numériser ce qui était déjà produit par nos devanciers. Donc ici, nous maintenant, en tant qu'ici présents, nous allons encore apprendre de nouvelles méthodes pour pouvoir effectuer la recherche en ligne. Pour le directeur de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, plus de 8000 thèses et mémoires sont disponibles sur le site web de l'Université virtuelle et accessibles à tous. Sur ce site-là, vous pouvez retrouver tous les travaux qui sont produits au niveau de nos universités. L'Afrique va compter en 2050 plus de 70% de jeunes de moins de 30 ans. Et
nous ne pourrions pas avoir les infrastructures nécessaires pour l'encadrement de ces jeunes. Et donc, l'enseignement à distance est une opportunité qui vient au bon moment. Un colloque international réunira les chercheurs et enseignants-chercheurs du monde scientifique issus de plusieurs pays afin de trouver des solutions numériques pour favoriser la résilience en contexte de la COVID-19. Et la Côte d'Ivoire qui est toujours engagée dans la lutte contre la Covid-19, rappelons-le, la maladie n'est pas encore vaincue, elle reste une menace. Et ce samedi 28 novembre, en dénombre 29 cas confirmés de Covid-19 sur 1018 échantillons prélevés, 39 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 218 cas actifs. Il faut donc redoubler de vigilance. Et pour justement appuyer l'action de lutte contre la Covid-19, Côte d'Ivoire Tourisme a remis des kits sanitaires aux fêtières du secteur du tourisme. La cérémonie s'est déroulée au Golf Hotel en présence des représentants du ministère du Tourisme et du directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, Patricia Omouetia. Les opérateurs du secteur du tourisme ont reçu des kits sanitaires en vue de poursuivre la lutte contre la propagation de la COVID-19. C'est la contribution de Côte d'Ivoire Tourisme dans le cadre de leurs activités. Ce geste marque la solidarité de Côte d'Ivoire Tourisme aux opérateurs du secteur qui ont vu leurs activités affectées par la pandémie à coronavirus. Nous avons bénéficié les premiers soutiens. Si Côte d'Ivoire Tourisme trouve un moyen de venir nous soutenir, je crois que nous devons tendre la main et remercier, et saluer et les encourager. D'ici jusqu'à 2023, il sera important que tous les acteurs du tourisme se concentrent sur le tourisme local et le tourisme régional. Ce que nous avons décidé, c'est d'opter sur la diversité culturelle ivoirienne. Selon le représentant du directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, la sensibilisation doit reprendre de plus belle, d'où cette contribution pour appuyer les fêtières du secteur du tourisme. Côte d'Ivoire Tourisme est un organisme de promotion touristique, mais il s'entend qu'on ne peut faire de la promotion qu'avec des opérateurs dans un environnement sain. Donc il fallait que nous puissions apporter un tant soit peu cet appui aux opérateurs. De manière expresse, aujourd'hui, le ministère est en train de travailler avec les conseillers du chef de l'État pour pouvoir présenter la situation au niveau du secteur. Et je pense que très bientôt, de bonnes nouvelles peuvent être données à nos opérateurs. Les acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie doivent dès à présent s'interroger sur les stratégies à mettre en place pour faire la promotion du tourisme interne. Les grands enjeux de développement durable ne sont pas à négliger. Bien au contraire, la crise de la COVID-19 agit comme un révélateur de l'importance de cette thématique. Un reportage de Patricia Omouetia et puis le mois de décembre pointera présent dans quelques jours. Et si vous ne le saviez pas, sachez que tous les 1er décembre, l'on célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. En prélude à cette journée, le comité sectoriel de lutte contre le sida du ministère des Sports a organisé une journée de sensibilisation et de don de sang. C'était ce vendredi au Parc des Sports de Treichville. Véronique Conan. Avec pour slogan « Engagé pour l'élimination du sida », cette journée commémorative constitue un cadre d'échange et de sensibilisation de tous les acteurs du sport. Les responsables des fédérations sportives, les coordinateurs généraux de sport et les athlètes ont tenu à associer leur image à cet événement. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut, a tenu à sensibiliser et à matérialiser sa contribution à cette campagne en faisant un don de sang. Il y a de nombreuses maladies dans le pays et dans le monde. Mais le VIH-Sida est une réalité. Et cette réalité doit être combattue et nous devons redoubler de vigilance. En même temps, nous savons que la pandémie à coronavirus, Covid-19, a impacté terriblement la banque de sang. C'est pourquoi, cette année, nous avons décidé non seulement de nous sensibiliser contre la propagation du VIH-Sida, mais nous devons aussi donner notre sang pour sauver des vies. Il faut que toutes les structures donnent leur sang. Donc nous allons nous atteler à faire en sorte que dans les différentes directions, les gens se mobilisent pour donner leur sang. À la fin de ces 15 jours, on va faire le bilan pour savoir combien de poches de sang le ministère a pu collecter. Les activités du comité sectoriel de lutte contre le sida du ministère des Sports se poursuivront sur 15 jours.
Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, lui, apporte sa contribution dans l'exécution de la 31e édition de la campagne mondiale contre les violences faites aux femmes et aux filles. Dans la commune de Yopougon, des jeunes ont bénéficié d'une session de formation relative à la promotion du genre et de la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu juvénile. Cette séance, qui s'inscrit dans la campagne des 16 jours d'activisme, a été soutenue par des organisations engagées dans la lutte et par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Walter Amadou Ouattara. Faire prendre conscience aux jeunes dès leur bas âge des différentes conséquences des violences basées sur le genre, c'est tout le sens de cette session de formation. Une initiative de la cellule genre du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Pour les 5 prochaines années, le gouvernement ivoirien, avec son programme Côte d'Ivoire solidaire, vise ainsi à accélérer les transformations économiques et sociales du pays et place l'humain au cœur du développement. Cependant, l'humain ne peut être au cœur des actions de développement si les violences basées sur le genre persistent et si les jeunes sont encore dans leur majorité victimes de ces violences et souvent eux-mêmes auteurs de ces violences. Cette session de formation à l'attention des jeunes de la commune de Yopougon bénéficie du partage d'expériences des membres de l'ONU Femmes, du comité local de la Croix-Rouge de Yopougon, avec la collaboration du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. De janvier à juin 2020, nous avons eu près de 2352 cas de violences faites aux femmes, dont 530 viols. Et c'est énorme. Et donc, c'est pour ça que le ministère se réjouit de cette mobilisation et de voir que des jeunes s'investissent. Parce que, comme vous le savez, c'est les enfants, les jeunes perpétuent les images qu'ils reçoivent dans les familles. Et donc, quand les jeunes se mobilisent, c'est toute la société, parce qu'ils vont se rendre compte que très tôt, ils savent que c'est des violences, ils doivent lutter contre ces violences et ils vont éduquer les enfants dans ce sens. La connaissance acquise, ces jeunes identifiés désormais promoteurs du genre et de la lutte contre les VBG ont pour mission de mener des actions en faveur de la réussite des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Parlons à présent de cohésion sociale. Les populations de la commune d'Adjamé célèbrent la paix. Initiée par la mairie d'Adjamé, la journée de la paix a été donc célébrée ce samedi 28 novembre 2020. Une marche et des messages de paix ont marqué cette manifestation. Le maire de la commune, Farikou Soumaoro, a appelé toute la population et particulièrement la jeunesse à tourner le dos à la violence et à cultiver le vivre ensemble. Le reportage de Issa Chonayeo. Une journée désormais dédiée à la paix à Adjamé. C'est une initiative du maire de la commune, Soumaoro Farikou. On pouvait lire sur des pancartes ou banderoles « Adjamé, zéro conflit ». À Adjamé, la violence est interdite. Des messages pour montrer que la violence n'a pas droit de citer dans cette commune cosmopolite. Sans la paix, il n'y a aucun développement. Adjamé, comme je l'ai dit, c'est 3 millions de personnes chaque jour qui viennent d'horizons divers. Alors, nous avons initié cette journée de la paix pour vraiment magnifier la paix. La paix et le vivre ensemble, dans la cohésion et dans la solidarité. Les jeunes d'Adjamé se sont engagés à garantir et à préserver la paix dans leur commune. Cette initiative vient à point pour confirmer le leadership d'Adjamé en termes de paix, en termes de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Il y a eu zéro violence à Adjamé. On dit merci aux femmes de la commune d'Adjamé qui ont pris leur leadership en conseillant leurs enfants. La célébration de cette journée de la paix à Adjamé a été l'occasion d'honorer la mémoire des disparus suite au mot d'ordre de la désobéissance civile de l'opposition à travers l'observation d'une minute de silence. Et toujours dans le cadre de la cohésion sociale, environ 300 jeunes de la commune d'Abobo viennent d'être formés au changement de mentalité pour la promotion de la paix. Ils ont été mis en mission par le secrétaire d'État au renforcement des capacités. Une initiative qui a bénéficié de l'appui de l'association sud-coréenne internationale Youth Fellowship. Pour Epiphane Zorobibalo, après cette formation, ces jeunes leaders de communauté doivent désormais être des acteurs de cohésion sociale au sein de leur cité. On en sait plus avec Jean-Marc Tchachi. Au-delà d'un parchemin, c'est un engagement que ces 300 jeunes leaders d'Abobo prennent. Désormais,
Ils seront les relais des notions acquises sur le changement de mentalité pour la paix. Pour le secrétaire d'État au renforcement des capacités, cette formation s'inscrira dans la durée. Vous êtes nos ambassadeurs ici à Abobo. Vous êtes les ambassadeurs de paix, les artisans de paix, de cohésion sociale ici à Abobo. Et nous allons étudier les projets que chaque groupe a présentés. Et vos projets seront accompagnés pour que vous soyez chacun dans son milieu, au sein de sa famille, dans son quartier, vous soyez les artisans de paix. Le secrétaire d'État chargé du service civique mesure l'ampleur de la mission assignée à ces jeunes leaders. Retrousser les manches, car tout changement est source de blocage et d'opposition de la plupart des êtres humains. Après Abobo, la caravane sur le changement de mentalité pour la promotion de la paix se rendra à Yamoussoukro, Gagnoa et Ferkessédougou. Et puis en politique, la direction départementale RHDP de campagne de Duékoué a célébré le samedi dernier donc la victoire au premier tour du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle. Les militants du RHDP de la dite circonscription se sont engagés à travers ce meeting de remerciements à œuvrer pour la stabilité, la paix et le développement dans le Guemon. Jean-Marc Djadji. Les militants du RHDP du département de Duékoué ont répondu massivement à l'appel de leur leader. Ils ont célébré dans la joie et l'allégresse la victoire du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Les différents délégués de campagne du département, comme l'honorable Flanizara Touré, Moussa Doumbia et le directeur départemental Oula Priva se sont succédés au pupitre pour exprimer leur gratitude à ces populations. Vous, chers parents, je vous remercie pour votre contribution dans la victoire de notre candidat, notre champion, le président Alassane Ouattara. Les populations de Duékoué invitent tous les acteurs politiques à consolider le climat de paix, malgré les divergences, pour le bonheur de tous et de chacun. Et dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, plusieurs opposants et candidats malheureux à la présidentielle du 22 novembre dernier félicitent le président Roch-Marc Christian Kaboré après son élection. Parmi ces candidats, Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, le président Roch-Marc Christian Kaboré a lui salué cette démarche qui, selon lui, témoigne de la maturité de la démocratie au Burkina Faso. Et un mot de musique dans ce journal, l'artiste Noël Douré signe son retour sur la scène avec « Je reviens », titre de son nouveau single. À travers ce single, Noël Douré ou Andy prône la paix en Côte d'Ivoire et exhorte les populations à la cohésion sociale. La présentation de cet opus a eu lieu mercredi dernier à Marcory, le reportage de Issa Chonayeo. 20 ans après la sortie de son dernier album, Salut, Noël Douré ou Andy signe son grand retour sur la scène musicale avec un single intitulé « Je reviens ». Dites-moi, pourquoi tant de haine? Plus jamais ça dans mon pays. Mais il faut qui apporte de la paix. La paix, rien que la paix, est désormais le leitmotiv du combat de celui que ses fans appellent le crooner. Pour Andy, la Côte d'Ivoire a besoin de stabilité et de paix pour continuer son développement. Il est bon que les leaders d'opinion que nous sommes puissions donc mettre l'art au service de la cause commune qui est la recherche de la paix. Et c'est ça qui fait que je sors donc cette œuvre. Et je suis surtout venu répondre à des besoins de paix, des besoins d'amour, des besoins de réconciliation. La paix, il faut la voir comme une quête permanente. C'est une construction. Ce n'est pas un claquement de doigts qui amène la paix. C'est le comportement que nous avons avec nous, entre nous tous les jours, que nous entretenons avec nos semblables. Noël Douré invite tous les leaders politiques à privilégier la voie du dialogue afin de garantir la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, retour sur scène donc de l'artiste Noël Douré. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 13h pour le journal. D'ici là, Dieu garde la Côte d'Ivoire.
Merci.